Voilà, et ce webinaire, il est consacré à l'énergie solaire photovoltaïque, que ce soit en toiture, en ombrière ou au sol. Voilà, je vous invite donc à... hop. Eh bien, je laisse la place donc à Philippe Caillon, vice-président du CIDELA, qui va représenter la région de Blain, qui est adjoint de Blain, qui va représenter aussi la SEM et qui va nous faire un petit topo introductif sur l'énergie solaire photovoltaïque. Bonjour à tous. Produire de l'électricité sur son bâtiment, son parking à partir de l'énergie du soleil, cela paraît naturel à la majeure partie d'entre nous, aujourd'hui, élus, collectivités ou citoyens. C'est de très loin le mode de production d'électricité le plus accessible et le plus répandu en nombre d'installations. En Loire-Atlantique, on compte quelques dizaines de parcs éoliens, mais plus de 11 000 installations de panneaux photovoltaïques. Pour nous, les collectivités élues, on peut ajouter d'autres éléments d'actualité. Des tarifs de soutien de l'État avantageux pour les acteurs en capacité d'investir. Une baisse très importante et régulière du coût des panneaux. Une prise de conscience croissante des enjeux de transition et un passage à l'action facile avec ce mode de production. En écho à nos concitoyens, une prise de conscience croissante du devoir d'exemplarité des collectivités, un intérêt économique et énergétique de l'autoconsommation. Le principe d'autoconsommer sa production d'électricité est sans doute la transformation actuelle la plus profonde du système énergétique. Avec l'autoconsommation, nous ne sommes qu'au début d'une longue aventure et nous aurons sans doute ultérieurement un temps dédié sur ce sujet. Pour débuter ce mandat, il nous a paru de bien reposer les bases d'un sujet qui présente de nombreuses spécificités et qui le rend relativement complexe. C'est pourquoi vous aurez dans la présentation suivante une première partie qui rappelle quelques généralités sur le contexte du photovoltaïque, une seconde partie qui exposera une méthodologie pour nous permettre d'établir à l'échelle de votre territoire et en particulier dans le cadre des PCAET, une stratégie concrète de développement du solaire sur votre territoire. Et enfin, pour la troisième partie, on se focalisera sur le patrimoine propre des collectivités, toitures, parkings et sites sur sol, et sur les accompagnements que le CIDELA et la SEM sont d'ores et déjà en capacité de vous apporter pour permettre une mise en œuvre de vos projets. Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Profitez bien du webinaire et n'hésitez pas à poser des questions et à faire des remarques et des suggestions auprès de nos services. Bien, merci Philippe Caillon pour cette introduction. Donc, juste un petit point de rappel, donc, nous sommes sur un cycle de 8 webinaires et que nous sommes au 6e webinaire sur l'énergie solaire et qu'il y en aura 2, mobilité durable et méthanisation réseau de gaz. On aura l'occasion d'y revenir. Sans plus tarder, je vous propose de vous présenter donc, les intervenants de ce matin. Donc, François Oran, qui est responsable développement exploitation à la SEM CIDELA Énergie 44, en binôme avec Emmanuel Bourrien, qui est chargé de projet énergie renouvelable et innovation au CIDELA. Donc, ces deux intervenants vont se succéder pour vous présenter donc, le contenu de ce webinaire. Eh bien, sans plus tarder, donc, vous avez eu une introduction effectivement sur les 3 différentes parties, sachant qu'à la fin de chaque partie, on vous proposera de prendre la parole ou de répondre à vos questions aussi posées sur le chat. Eh bien, sans plus tarder, donc un petit tour d'horizon sur le solaire photovoltaïque, de l'installation à l'autoconsommation. Bonjour à toutes et à tous.
Avant d'entamer cette première partie, peut-être se fixer quelques chiffres clés sur l'objet dont on va parler ce matin. Le photovoltaïque, derrière cette appellation, en fait, ça relève plusieurs types de réalités. L'unité fonctionnelle d'une centrale photovoltaïque, c'est le panneau solaire. Donc, vous avez là les dimensions. À peu près, un panneau solaire, c'est 2 mètres carrés. Ça représente une puissance de quelques centaines de watts crête. À l'unité, ça coûte entre 200 et 250 euros le module en fonction du type de marque. Alors évidemment, ce type de module est rarement seul, à part peut-être sur des sites isolés ou bien sur des bateaux ou même des camping-cars, mais c'est pas forcément l'objet de ce matin. Nous, on va vraiment parler plutôt de centrales solaires et donc des équipements qui vont superposer et joindre plusieurs modules les uns à côté des autres. Donc le premier, c'est la toiture solaire. En fonction du site où on va installer les modules, finalement, la terminologie va évoluer. Donc la première, eh ben, c'est la toiture solaire quand on pose des modules sur une toiture. Donc vous voyez les chiffres. Alors là, c'est sur une toiture d'assez grande dimension, 600 mètres carrés. C'est assez simple. 600 mètres carrés, 100 kW crête. Donc vous voyez, à l'échelle du panneau, on était en watts. À l'échelle d'une toiture, on commence à être en kilowatts. Et 100 kW crête, ça représente un investissement d'environ 100 000 euros à peu près. Quand on change de site et qu'on va sur un parking, là, on va créer des ombrières solaires. Et bien, sur une ombrière de 100 kW crête, finalement, ça représente un parking d'une quarantaine de places, avec un coût d'investissement légèrement supérieur parce que, évidemment, il y a des structures et des fondations à payer au moment de l'investissement. Et puis, dernière typologie de projet de centrale solaire, c'est ce qu'on appelle des champs solaires, où là, on est sur plusieurs milliers de mètres carrés, 5 000 mètres, un projet de 50 000 mètres carrés, donc 5 hectares, ça fait 3,5 mégawatts crête de puissance. Donc là, vous voyez, on change encore d'unité, on n'est plus en watts comme les modules ou en kilowatts comme les toitures ou les ombrières, mais en mégawatts, donc en millions de watts. Et on change aussi de catégorie en termes d'investissement, parce que là, on parle de millions d'euros, donc 3,8 millions d'euros. Alors, comment fonctionne une installation solaire photovoltaïque? Très rapidement, les rayons solaires frappent les modules qui sont constitués de cellules de silicium. Et le silicium a la particularité, c'est que dès qu'un rayon lumineux frappe ce matériau, eh bien, ça excite sa dernière couche électronique du matériau et un électron s'échappe. Et il suffit de le capter à travers un réseau de fils électriques intégrés au module pour pouvoir générer et récupérer ce champ électrique. Cette particularité, c'est que le courant électrique qui sort d'un module solaire, c'est du courant continu, et que pour pouvoir l'utiliser, il va falloir le transformer en courant alternatif. C'est donc la fonction principale de l'onduleur qui va transformer ce courant continu en courant alternatif. Et puis, pour pouvoir mettre à disposition de cette production l'ensemble des utilisateurs de l'électricité qui sont connectés au réseau, il va falloir mettre cette électricité au format du réseau, notamment élever un petit peu la tension et compter aussi le nombre de kilowattheures qui est produit, notamment pour pouvoir être rémunéré de la production fournie sur l'ensemble du réseau d'électricité. Voilà quelques propos, on va dire, introductifs qui rappellent le contexte. Maintenant, on va rentrer plutôt dans l'état des lieux du photovoltaïque en France, en région et puis en Loire-Atlantique. Donc, petit rappel pour ceux qui ont assisté au webinaire éolien, la couverture de la consommation d'électricité par l'électricité renouvelable aujourd'hui couvre 27% à l'échelle nationale. Les trois principales filières finalement de production, c'est d'abord l'hydraulique, puis l'éolien et enfin le solaire. On voit à travers l'histogramme en haut à gauche que le solaire photovoltaïque est la troisième source d'énergie renouvelable aujourd'hui mobilisée en France. Sur la carte au milieu en vert, on constate que la part de couverture sur la région Pays de Loire n'est que de 13,1%, donc bien en deçà de la couverture nationale de 27%. Bon, tout simplement parce qu'on n'a pas de centrale hydraulique, contrairement à Auvergne-Rhône-Alpes ou Occitanie. Si on focus maintenant sur la carte du milieu de la région Pays de Loire, on voit que la région Pays de Loire
est importatrice nette d'électricité. On ne produit pas suffisamment d'électricité par rapport à celle que l'on consomme. Donc, on a besoin des régions voisines, notamment, on est tout interconnecté par le réseau public d'électricité. Et si on zoome maintenant sur le photovoltaïque en tant que tel, on voit que le photovoltaïque couvre 2,8% des besoins en électricité consommés l'année dernière et qu'à l'échelle des Pays de Loire, on est à 2,5%, donc on est plutôt dans la moyenne. Évidemment, les régions du sud de la France sont davantage pourvues que nous du fait d'un meilleur ensoleillement. Alors, ça, c'était l'état des lieux. Maintenant, si on se projette demain, eh bien, c'est l'État qui pilote finalement la stratégie énergétique nationale, notamment dans le destin de travailler sur l'autonomie énergétique et l'indépendance énergétique de notre pays. Et pour cela, l'État a travaillé sur 2 documents structurants que sont la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, qui fixe les objectifs à l'horizon 2030-2050 pour toute l'économie française à avoir une économie qui est décarbonée à l'horizon 2050. Eh bien, évidemment, le secteur de la production d'énergie doit rentrer dans cette SNBC, dans cette Stratégie nationale bas carbone. Et puisque c'est un horizon de temps assez long, l'État s'est muni d'un autre outil qui s'appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui tous les 5 ans, finalement, est réactualisée pour construire les marches qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs de 2030-2050. Donc, premier enseignement, c'est que la SNBC fixe un objectif que si on veut avoir une économie complètement décarbonée à l'horizon 2050, il va falloir faire en sorte que l'électricité devienne le premier vecteur énergétique du pays. Aujourd'hui, c'est le pétrole, et de loin. L'électricité ne représente que 24% du mix énergétique. D'ici 30 ans, l'électricité, plus de la moitié de notre énergie, devra provenir de l'électricité qui en fera du coup le premier vecteur. Deuxième enseignement, et là c'est plutôt à l'échelle de la PPE, donc à l'horizon 2028, donc d'ici moins de 10 ans, l'État fixe que sur l'ensemble de notre mix électrique, 52% de notre électricité devra provenir de sources d'électricité renouvelables. C'est-à-dire que, contrairement à l'Allemagne qui a fait un choix de sortie du nucléaire, la France a d'abord fait un choix de sortie des énergies fossiles en maintenant, d'ici 10 ans, un équilibre 50-50 quasiment entre la part du nucléaire et la part des énergies renouvelables. La traduction sur la filière solaire électrique, donc solaire photovoltaïque, c'est que d'ici 2028, donc moins de 10 ans, c'est un quadruplement, une multiplication par 4 de la production photovoltaïque par rapport à ce qui existe aujourd'hui pour atteindre 8,5% de notre production. Ça veut dire que 25% des électrons verts qui transiteront sur le réseau viendront du photovoltaïque. Alors, à l'échelle de la région, le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui intègre finalement l'ensemble des objectifs, notamment de production d'énergie, fixe par filière les objectifs à atteindre à l'échelle régionale pour 2030-2050. Et on voit sur la dernière colonne que sur l'objectif photovoltaïque, finalement, ça va être une multiplication par 4,7 de la production actuelle, donc 2021, à l'horizon 2050. Ce qui nous met en droite ligne vis-à-vis des objectifs de l'État. Pour ça, la région va financer un réseau, le réseau des énergies citoyennes en Pays de Loire, pour essayer d'orienter et faire en sorte que 50% des projets qui sortiront de terre seront des projets citoyens. Et les projets citoyens, ce sont des projets qui sont pilotés par les collectivités et les habitants. Donc c'est aussi une ligne directrice pour donner à voir que les acteurs territoriaux peuvent aussi se mobiliser indépendamment des majors de l'énergie nationale ou internationale. Alors, l'État fixe certes ces trajectoires, mais elle donne aussi les moyens de pouvoir y arriver à travers une politique de soutien à la production d'énergie renouvelable, notamment la production solaire. Et pour ça, l'État a mis en place deux mécanismes. Un premier mécanisme qui s'appelle le guichet ouvert pour les petites installations, vous voyez, comprises entre 3 et 100 kW crête,
Le guichet ouvert, c'est un soutien financier fixé par un arrêté ministériel qui donne les coûts de l'énergie, les prix pardon, de l'énergie qui sortiront d'une centrale solaire fixée par mégawatt. À l'inverse, quand on rentre dans des installations de plus grande capacité, donc supérieures à 100 kW crête, l'État continue à faire un soutien. Par contre, ce n'est pas un prix qui est fixé par le ministère, mais c'est un prix qui est fixé par les candidats qui répondent à un appel d'offres. Et l'État retient les candidats les mieux disants pour économiser, on va dire, la facture de l'électricité, puisque le surcoût de l'électricité renouvelable par rapport à l'électricité marché est payé par l'ensemble des consommateurs d'électricité en France. Alors, en guise de comparaison, vous voyez que sur les guichets ouverts, compris entre 3 et 100 kg, les tarifs d'achat fixés par l'État évoluent en fonction, elles aussi, de la puissance de l'installation. Pour les toutes petites installations, celles qui font entre 12 et 16 mètres carrés chez le particulier, 3 kW crête, on est sur un tarif d'achat 79,3 € le mégawattheure. À l'inverse, plus on se rapproche des 100 kW crête, donc la limite du guichet ouvert, eh bien, on arrive à des tarifs de 97,6 € le mégawattheure. Ces tarifs d'achat ne sont valables que pour les toitures et les ombrières, pas pour les centrales solaires au sol. Dans la catégorie du soutien en appel d'offres, là, ça intègre et les toitures, et les ombrières, et les centrales au sol, pour des puissances supérieures à 100 kg. On voit que pour les toitures, il y a deux familles, comprises entre 100 et 500 kg, où là, on a les tarifs moyens issus du dernier appel d'offres, on est aux alentours de 94 € le mégawattheure, donc moins cher que les 97,6 du guichet ouvert à 100 kg. Et puis, plus on augmente la taille des toitures, plus évidemment, on a une économie générale du projet qui fait qu'on peut baisser le prix à 83 € le mégawattheure. Sur les ombrières, compris entre 500 kg et 10 mégas, on est aux alentours de 86 € le mégawattheure. Et puis, pour les centrales au sol, on voit qu'il y a un cap qui est franchi. Et là aussi, il y a deux familles liées au cahier des charges de l'appel d'offres. Il y a la première famille des centrales au sol comprises entre 500 kg et 5 mégas, où là, les tarifs moyens sont aux alentours de 66 € le mégawattheure. Et puis, il y a les centrales au sol qui sont supérieures à 5 mégas, quasiment jusqu'à 30 mégawatts. Donc là, c'est vraiment plusieurs dizaines d'hectares, où là, on est sur des tarifs moyens de 56 € le mégawattheure. Qu'est-ce que l'on peut constater? C'est que d'une part, dans l'ensemble de ce maquis, on va dire, de dispositifs de soutien à la production solaire, il y a quand même deux petites absences. D'une part, il y a une absence sur les ombrières comprises entre 100 et 500 kg. Vous avez vu tout à l'heure, une ombrière de 100 kg, c'est 40 places. C'est plutôt des très petits parkings, mais il n'est pas rare de voir dans nos communes des parkings de 60, 70, 80 places, voire même un petit peu plus, sans parler de voitures d'ombrières de très grande surface. Hein. Mais déjà, là, il y a une absence de soutien pour ce type d'installation. Et puis, il y a aussi une absence de soutien pour les centrales au sol inférieures à 500 kg, où là, finalement, aucun mécanisme n'est prévu entre 0 et 500 kg pour les centrales au sol. Puis, deuxième enseignement quand même, sur les centrales au seuil, en tout cas, au sol, il y a un effet de seuil. Il est plus intéressant pour des surfaces de 5-6 hectares de rester sous le seuil de 5 mégawatts, parce que dès qu'on dépasse ce seuil, finalement, on va rentrer en concurrence avec des très très grosses installations. Et forcément, vu l'ensoleillement qu'on a sous nos latitudes, ça sera très compliqué d'être retenu à l'appel d'offres. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis maintenant quasiment un an, l'État annonce qu'il y aura un nouveau décret solaire qui va augmenter le seuil du guichet ouvert de 100 à 500 kW pour les toitures et pour les ombrières. Et donc, l'absence de mécanisme de soutien qu'on a relevé à l'instant, finalement, devrait dans les prochains mois être abandonnée. Et donc, on devrait pouvoir équiper des parkings un peu plus importants, des parkings moyens, on va dire, avec des ombrières grâce à l'évolution de ce tarif. Aujourd'hui, c'est en cours de traitement auprès de l'Union européenne et ça devrait être validé, je pense, d'ici l'été. Je laisse la parole à Emmanuel pour l'autre mécanisme de soutien à travers le décret tertiaire.
Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un mécanisme de soutien détourné concernant les bâtiments publics est le décret tertiaire. Alors on ne va pas rentrer dans les détails du décret tertiaire aujourd'hui, mais donc ça concerne les bâtiments publics avec une surface au sol de supérieure à 1000 m², pour lequel vous avez des objectifs pour 2050 de réduction des consommations relatives à l'année 2010, qui sont assez conséquents, hein, moins 60% de consommation relative à 2010. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autoconsommation photovoltaïque rentre en compte dans cette réduction des consommations, en tout cas l'autoconsommation individuelle. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir à ce décret tertiaire en termes de production photovoltaïque et d'autoconsommation sur vos bâtiments publics. Pour aller plus dans le détail du décret tertiaire, on organise une réunion d'information le 18 mars à laquelle vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Maintenant, si on regarde un peu plus sur si on fait un focus sur le potentiel du département en termes d'ensoleillement. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est que la Loire-Atlantique n'est pas un département dépourvu d'ensoleillement, puisque la grande partie de la Loire-Atlantique, donc la partie est et nord, a un ensoleillement qui est proche qui est équivalent à l'ensoleillement des Landes. Et puis l'arc atlantique, qui lui est bien pourvu, a un ensoleillement qui est équivalent à celui de la Vendée, voire à quelques kilomètres au nord de Montpellier. Donc, on est un département où on peut faire du photovoltaïque, il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors maintenant, si on regarde les installations photovoltaïques qui sont aujourd'hui installées sur le département, donc là, vous avez une carte. Sur cette carte, on a des nombres. Le nombre dans chaque commune correspond au nombre d'installations installées. Et puis, plus la commune est d'une couleur orange foncé, plus cela représente une puissance importante. Donc forcément, si vous installez une centrale au sol, vous allez facilement atteindre des puissances importantes. Mais donc, on peut voir une certaine hétérogénéité du nombre d'installations et puis de la puissance installée. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas lié à l'ensoleillement. Hein, on a des communes dans le nord du département qui ont de nombreuses installations et une puissance assez intéressante. Donc, ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces chiffres, eh bien, c'est qu'il y a aujourd'hui environ 13 000 sites recensés sur le département, que 55% de la production totale est concentrée sur 30 communes, et puis 4 communes seulement représentent 20% de la production totale, liée en fait à des sites au sol qui sont installés sur les communes de Machecoul, Vallon de l'Erdre, Gétigné et Saint-Herblain. Donc voilà ce qu'on pouvait sortir de ces infos. Alors maintenant, si on se concentre un tout petit peu plus sur les segments de puissance installée et puis le mode de valorisation, c'est-à-dire injection ou autoconsommation, on reviendra un peu sur la définition de ces modes. Alors, on ne va pas regarder en détail les histogrammes, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que les deux segments prioritaires sur ce qui est installé aujourd'hui, les deux segments majoritaires, c'est le inférieur à 36 kg, donc petite toiture, ou alors supérieur à 250 kg, donc grosse centrale au sol. Ça, ce sont les deux segments majoritaires. Alors ça, c'est en puissance. Après, en termes d'installation, eh bien, il y a largement plus d'installations inférieures à 36 que du reste d'installations. Donc, premier renseignement, eh bien, 23 installations supérieures à 250 représentent la même puissance que 11 483 installations inférieures à 36. Sachant que ce n'est pas le même temps de développement, mais on se pose la question derrière, que faire en termes de développement, puisqu'on voit qu'on a avec seulement 23 installations, on a une puissance quand même assez conséquente. Donc, premier enseignement. Deuxième enseignement, eh bien, aujourd'hui, la majorité des installations sont valorisées en injection totale. Peu d'autoconsommation relativement à l'injection, que ce soit en puissance ou en nombre d'installations. Troisième enseignement, donc ce qu'on voit, c'est que le segment, alors ça, dans le graphique en haut à droite, vous avez la puissance des demandes de raccordement au quatrième trimestre 2020, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être raccordé prochainement auprès d'Enedis. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le segment 3600, qui était jusqu'ici un segment assez peu présent, fait bien partie des demandes de raccordement et est bien présent. Donc on observe une croissance de ce segment-là, certainement sur des puissances qui sont proches des 100 kg, comme l'expliquait François, sur par exemple des ombrières de 100 kg. Et puis on a toujours le segment supérieur à 250 qui est bien présent. Par contre, le segment 100-250, c'est ce qu'expliquait François tout à l'heure, il n'y a pas de valorisation, donc ce segment est toujours minoritaire par rapport aux autres. Et enfin, un dernier enseignement, si on regarde le nombre d'installations, le nombre de demandes de raccordement, on voit un changement de tendance sur le segment 0,36. On voit là, il y a 63 demandes en injection et 499 demandes en autoconsommation, donc 90%
des demandes aujourd'hui de raccordement inférieures à 36 sont en autoconsommation. Et là, c'est clairement un changement de mode de valorisation sur les petites installations. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'état des lieux en France et en Loire-Atlantique. Maintenant, on va passer aux différentes technologies de production. Et donc, je vais relaisser la parole à François qui va vous expliquer tout ça. Rapidement, faire un petit focus un peu sur les technologies. Donc, deux grandes technologies existent en France. La première, c'est la technologie au silicium, donc ce qu'on appelle le cristallin, donc soit le poly, soit le monocristallin, en fonction de l'état de pureté du silicium. C'est la technologie qui est la plus ancienne, la plus répandue. Elle représente à peu près 85% des parts du marché dans le monde. Et c'est elle qui a le rendement le plus élevé. On peut atteindre pour les meilleurs modules jusqu'à 20% de rendement. La technologie couche mince, qui est un peu moins connue, tout simplement parce qu'elle est moins présente. Elle couvre à peu près entre 12 et 15% des parts de marché. Elle existe quand même depuis à peu près 15 ans. Elle est en forte progression depuis 10 ans. Ses rendements sont un petit peu plus faibles. Pour les meilleurs, on arrive jusqu'à 16%. Par contre, elle présente l'avantage d'être un petit peu moins sensible aux ombrages et donc de mieux optimiser, on va dire, l'éclairage diffus, notamment, alors je ne sais pas comment est la météo chez vous, mais sur Orvault, en tout cas, on a un ciel un petit peu voilé aujourd'hui. Et ben, typiquement, dans ce type de conditions climatiques, la technologie couche mince a un meilleur rendement que la technologie cristallin. Voilà. Après, il y a un aspect un petit peu différent, puisqu'on est sur un aspect beaucoup plus sombre et mat sur ce type de technologie. Ces deux technologies, finalement, utilisent très peu ou pas du tout de terres rares. L'ADEME a fait un gros travail de sourcing de l'ensemble de ces techniques et puis de différents constructeurs. C'est peut-être sur la technologie couche mince où il y a un petit peu de cadmium et qui doit être traité, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, avec des filières de recyclage spécifiques. Mais on a un très bon retour d'expérience sur ces deux technologies et c'est pour ça que ce sont les plus répandues aujourd'hui dans le monde. Alors sur la question de la recyclabilité, eh bien, depuis presque maintenant 12 ans, il existe une filière de recyclage à l'échelle européenne qui a trouvé finalement, qui a émergé en France plus récemment, tout simplement parce qu'on n'avait pas de module à faire recycler. Ça venait plutôt des Allemands et des Espagnols à la base. Et donc, depuis un an et demi, maintenant, on a deux usines de recyclage qui sont positionnées dans le sud de la France. Et PVcycle fonctionne comme un éco-organisme, c'est-à-dire que au moment où vous achetez vos modules, il y a forcément une part dans votre achat qui est dédiée au financement de cette filière de recyclage et de cet organisme PVcycle. Et que pour pouvoir adhérer et vendre pour pouvoir vendre un module solaire sur le territoire français, il faut adhérer à cette association pour la suite de l'exploitation. L'ensemble de la filière, finalement, elle est prévue. Elle a donc 2 points de retraitement dans le sud de la France, mais le service offert par l'association PVcycle, ça va jusqu'à récupérer les modules à l'endroit de leur implantation en fin de vie et de les amener logistiquement jusqu'aux usines de retraitement. Et donc, sur la question de la filière couche mince, il y a un procédé spécifique pour retraiter le cadmium qui est intégré dans ces modules. Alors, quand on parle aussi d'équipements électriques ou énergétiques, on se pose toujours la question de ce qu'on appelle la dette énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est que la dette énergétique? C'est la compensation de l'énergie nécessaire à la production des panneaux, leur transport et leur pose sur site, ainsi que leur recyclage. C'est-à-dire, au bout de combien de temps mon module va restituer l'énergie qu'il a fallu pour ces 3 phases dans son cycle de vie, production, transport, recyclage. Eh bien, sous nos latitudes, et en fonction de la technologie qu'on utilisera, on est grosso modo sur à peu près 2 à 3 ans de dette énergétique, sachant que les modules sont au minimum là pour 25 ans, puisque les constructeurs garantissent un état de performance jusqu'à leur 25e année, mais pour autant, jusqu'à 30, 35 ou 40 ans, les modules continueront à produire, certes avec moins d'efficacité, mais ils auront toujours une action sur la production d'énergie. Donc on voit qu'on est largement excédentaire, tout comme dans l'éolien, quand on installe ce type d'installation chez nous. Un autre critère que l'on regarde de près, c'est l'impact carbone du photovoltaïque. Ce n'est pas la même chose que la dette énergétique. Là, on parle vraiment des émissions de CO2 globales sur toute la durée de vie du module
donc de sa fabrication jusqu'à la construction, l'exploitation et puis le recyclage, eh bien là, les impacts carbone sont très différents d'un module à l'autre. Et cette différence, elle est directement liée au lieu de fabrication des modules et au mix énergétique du pays qui fabrique les modules. Clairement, si on produisait des modules solaires en France, vu qu'on a une électricité quasiment la plus décarbonée au monde, on aurait un bilan carbone ultra positif. Bon, de fait, vous verrez dans les slides suivantes, la production de modules photovoltaïques, c'est externalisé, on va dire, plutôt en Asie du Sud-Est, où là, le mix électrique et énergétique des pays ne sont pas forcément aussi vertueux que chez nous, et donc forcément, ça dégrade très fortement le bilan carbone. C'est pour ça que, dans le cadre des appels d'offres portés par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, il y a un critère sur le bilan global du panneau en termes de CO2. Il y a une exigence limite fixée par le cahier des charges, c'est-à-dire que si le bilan CO2 dépasse telle valeur, le candidat ne peut pas être retenu à l'appel d'offres. Et en plus, plus le bilan carbone est positif et plus la note sur ce critère-là est favorable, la note étant pondérée à hauteur de 21% dans la note finale des offres. Donc c'est un critère qui a été quand même beaucoup mis en avant par la CRE et qui a fait quand même des résultats, puisqu'on voit que sur l'histogramme, là en bas, que le solaire en couche mince ou le solaire silicium, finalement, sur les derniers AO creux de mars 2020, ont un bilan carbone qui est quasiment meilleur que le mix électrique français. Alors, un peu moins bon que le nucléaire et l'éolien, hein, comme on l'avait vu l'autre fois, mais en tout cas, on est quand même sur des fourchettes qui sont assez intéressantes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la production de modules solaires à l'échelle monde est partie plutôt en Asie du Sud-Est. On voit que c'est la Chine hein, qui a vraiment pris une part importante des parts de marché à l'échelle internationale, mais ça a eu une capacité de multiplication par 6 de la production et de fait une réduction par 3 des coûts de production et donc quasiment du panneau livré sur site en l'espace de 10 ans. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi on arrive à une forme de parité réseau entre les technologies classiques de production d'électricité et le solaire photovoltaïque. La Chine représente plus de 70% de la production de panneaux solaires en 2019 et elle s'est surtout spécialisée, alors elle fait tout hein, de A à Z dans le panneau solaire, mais elle s'est aussi spécialisée, c'est la seule aujourd'hui qui sait qui maîtrise à 100% la production des cellules solaires, celles qu'on encapsule après dans les modules. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certains fabricants européens qui ont perdu pour des questions de compétitivité, la capacité à produire ces cellules. Mais par contre, ces Européens rachètent les cellules aux Chinois et ce sont les Européens qui assemblent les modules sur la base de la matière première qui vient de Chine. Et donc, on a plusieurs assembleurs en Europe, dont un très proche de chez nous, Systovi, basé à Carquefou. Voilà, dernière partie, les modes de valorisation de l'électricité. Je redonne la parole à Emmanuel. Alors, donc la question maintenant qu'il faut se poser, une fois que vous avez vos panneaux, c'est qu'est-ce que vous allez faire de l'électricité? Donc là, il y a deux modes de valorisation principaux. La première, c'est la vente totale. La vente totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'injecte toute la production de ma centrale photovoltaïque sur le réseau électrique. Puis l'autre mode, c'est l'autoconsommation. Là, ça veut dire je vais consommer tout ou partie de cette électricité. Donc c'est ce qu'on appelle avec ou sans vente de surplus. On va y revenir dans le détail. Donc d'abord, la vente d'électricité. Donc j'installe des panneaux sur mon toit, je produis l'électricité et j'injecte à 100% dans le réseau. Donc techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur votre installation, vous allez avoir une centrale photovoltaïque, enfin des panneaux solaires qui vont produire via l'onduleur, et vous allez avoir un compteur dédié à la production qui est différent du compteur dédié à votre consommation. Donc, vous avez deux installations électriques bien différentes puisque toute l'électricité est injectée sur le réseau. Alors, comment est-ce que vous faites pour rentabiliser cette opération, cette installation en vente totale? Bien, vous avez fait des investissements et puis vous avez des coûts de fonctionnement sur la durée de vie de votre centrale, enfin vos panneaux solaires et de vos centrales photovoltaïques. Une durée de vie, c'est 25, 30, voire 40 ans. Et puis, vous pouvez vendre l'électricité à tarif garanti pendant 20 ans. Alors, au-delà des 20 ans, soit vous choisirez de vendre l'électricité à un fournisseur d'électricité, ou soit vous choisirez de faire de l'autoconsommation, voire du stockage dans 20 ans. La réalité aura évolué. Et donc, la différence entre ce que vous vendez, ce que vous avez investi et vos coûts de fonctionnement, eh bien, ça représente votre rentabilité.
Alors maintenant, votre bâtiment sur lequel sont installés vos panneaux solaires, eh bien, il continue à payer l'électricité en soutirage puisqu'il continue à consommer l'électricité. Alors, cette électricité, aujourd'hui, c'est votre facture électrique, hein, elle est grosso modo représentée en 3 tiers. En vert, vous avez le prix de l'électron. En bleu, c'est le TURP, donc le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui est reversé à Enedis pour la gestion du réseau. Et enfin, en jaune, vous avez les taxes, donc les taxes locales, TICFE et puis la TVA. Donc ça représente grosso modo 3 tiers. Par contre, cette électricité du réseau, vous ne maîtrisez pas son coût et donc elle subit des variations qui sont souvent à la hausse, hein. Je vous ai mis un petit graphique qui représente les variations sur les 10 dernières années du prix de l'électricité réseau. Donc c'est des variations qui sont inconstantes et majoritairement à la hausse. Par contre, vous êtes incapable de prévoir dans 10 ans combien va vous coûter votre électricité du réseau. Donc ça, c'était pour la vente totale. Maintenant, si vous choisissez d'autoconsommer l'électricité, donc si on choisit d'autoconsommer sans stocker, ça veut dire qu'il y a l'électricité que vous allez, il y a une partie d'électricité que vous allez autoconsommer, puis le reste, vous n'allez pas le stocker, donc vous allez l'injecter sur le réseau. Donc on continue à être raccordé au réseau, et il y a une partie d'électricité qui est consommée par vos équipements, et l'autre partie d'électricité qui est injectée sur le réseau. Donc techniquement, qu'est-ce que cela représente? Eh bien, on a un seul compteur. On a un seul compteur qui aujourd'hui est capable de compter dans les deux sens, c'est-à-dire il va compter l'électricité qui est injectée sur le réseau, ce qu'on appelle le surplus, ce que vous ne consommez pas. Quand au 15 août vous êtes parti en vacances et que votre centrale photovoltaïque continue à produire, eh bien ça va être injecté sur le réseau. Et puis, le compteur peut compter également le soutirage, c'est-à-dire ce que vous avez toujours besoin la nuit ou alors quand il n'y a pas de production photovoltaïque. Alors, quand on parle d'autoconsommation et qu'on veut rentrer un petit peu plus dans les détails, on parle de courbe de charge et courbe de production. Donc là, en violet, vous avez la courbe de charge. C'est quoi une courbe de charge? C'est en fait la consommation de votre site toutes les 10 ou 30 minutes tout au long de la journée. Savoir quand est-ce que votre site ou votre maison consomme l'électricité. Et puis en bleu, là, on a la production d'électricité photovoltaïque. Donc celle-ci, elle est fortement liée à la période diurne de la journée, avec un pic quand le soleil est au plus fort. Et donc, en hachuré rouge, là, vous avez la partie autoconsommée. Et en fait, tout l'enjeu de l'autoconsommation va être d'optimiser cette partie autoconsommée. C'est l'électricité produite que vous consommez sur place. Et donc, pour évaluer cela, on a deux indicateurs. Le premier, c'est le taux d'autoconsommation. Alors, le taux d'autoconsommation, c'est la partie autoconsommée sur votre production totale. Plus il est important, plus vous allez consommer la totalité de votre production. Et la partie, le taux d'autoproduction, c'est la partie assurée sur la consommation totale. Et cela, plus ça va être important, plus vos consommations vont être couvertes par la production locale. Alors, comment valoriser l'autoconsommation économiquement? Bien, vous avez votre investissement et vos coûts de fonctionnement en bleu. Donc, ces coûts, vous allez les rentabiliser avec des économies de facture, donc de l'électricité que vous n'allez plus payer, et puis une vente du surplus, parce que l'électricité en surplus, elle bénéficie d'un tarif d'achat garanti pendant 20 ans, et donc ça va générer votre rentabilité. Et maintenant, si on regarde votre consommation électrique de votre bâtiment, eh bien, il y a deux parties. L'électricité est divisée en deux parties. Il y a une partie de l'électricité qui est toujours soutirée au réseau, l'électricité que vous allez consommer la nuit ou quand il n'y a pas de production photovoltaïque. Celle-ci, elle est toujours soumise au même schéma. Et puis, il y a la partie électricité autoconsommée. Donc, l'électricité du réseau a toujours un coût évolutif, hein, elle continue à subir les augmentations du prix de l'électricité réseau. Et l'électricité autoconsommée, elle a un coût fixe. Elle a un coût fixe pour vos 25, 30, 40 prochaines années, puisque vous maîtrisez votre coût. La seule variabilité, ça pourrait être les variations des coûts de fonctionnement qui sont liées à l'inflation. Donc, vous avez une partie de votre électricité qui a un coût que vous maîtrisez sur les 25 ou 30 prochaines années. Alors, quels peuvent être les différents cas quand on veut faire de l'autoconsommation? On a 3 cas principaux, surtout sur les bâtiments publics. On a le premier cas où on a peu de production par rapport à la consommation. Donc, par exemple, sur une station d'épuration, on va avoir des faibles surfaces de production photovoltaïque et énormément de consommation assez constante. Donc là, l'autoconsommation, elle est évidente et elle est facile et elle est rentable. Ensuite, on a un cas qui est un peu plus complexe où on a beaucoup de production, donc on a une grande surface de panneaux et on a peu de consommation. Donc, par exemple, sur un gymnase, sur un centre technique. Et donc là, on va devoir faire des choix si on veut faire de l'autoconsommation. Soit on décide d'installer moins de panneaux et auquel cas on tue le gisement, soit on décide de bénéficier d'achat du surplus, de vente du surplus, donc le tarif que je vous ai présenté tout à l'heure, soit on décide de stocker ou piloter les consommations, mais c'est assez onéreux, ou soit alors on a une autre option qui est de faire de l'autoconsommation collective et d'aller chercher des sites de consommation dans le périmètre de 2 km, on reviendra un peu plus en détail sur l'autoconsommation collective tout à l'heure, pour pouvoir écouler cette électricité qui n'est pas autoconsommée.
Et enfin, on a un dernier cas où alors on se situe en termes de volume, on a des volumes à peu près équivalents entre la consommation et la production. C'est le cas des écoles ou des mairies ou des bâtiments tertiaires. Et auquel cas, il va falloir aller étudier plus finement la courbe de charge pour savoir comment se comporte votre bâtiment en termes de consommation pour dimensionner au mieux l'autoconsommation. Donc voilà, on a fait le tour un peu pour cette première partie. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, au vu du contenu qui est quand même relativement dense et du temps qui nous a imparti, je vous propose de prendre une question. La personne qui a levé la main tout à l'heure, peut-être Monsieur Robin, si vous souhaitez prendre la parole et poser votre question. Oui, mais s'il n'y a qu'une seule question autorisée, ma question n'était peut-être pas la plus intéressante ou la plus importante. Est-ce que vous pouvez juste préciser votre fonction et votre collectivité, s'il vous plaît? Alors, je suis le maire de la commune de Machecoul-Saint-Même et le président de la communauté de communes Sud-Atlantique. Et donc, je m'intéressais à la présentation des différents types de panneaux entre les couches minces. Enfin, j'identifie que quand on s'est intéressé à l'installation de photovoltaïque sur des bâtiments existants, on a un problème de poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les charpentes de nos salles de sport et autres salles ne sont pas dimensionnées pour recevoir le surpoids lié à une installation photovoltaïque. Et je m'interrogeais à savoir si les panneaux couches minces, dont j'imagine qu'ils sont moins lourds, pouvaient résoudre ce problème. Et je voulais aussi m'étonner qu'ils ne soient pas abordés, même si je peux le comprendre, les films photovoltaïques tels qu'ils sont produits par Armor à côté de chez nous, qui sont une solution beaucoup moins productive, mais par contre qui serait beaucoup plus compatible avec les charpentes existantes. Ok, merci pour votre question. On va tâcher d'y répondre. Merci. Oui, alors premier élément de réponse, finalement, c'est que les technologies couches minces ne sont pas forcément beaucoup plus légères que les panneaux en silicium cristallin, tout simplement parce que c'est les mêmes techniques en fait d'encapsulage dans un cadre alu où on encapsule différents matériaux. Et qu'aujourd'hui, c'est surtout le poids de cet encapsulage qui est conséquent. Je crois que, alors c'est Emmanuel qui vous précisera ça tout à l'heure, mais on est aux alentours de 15 kg par mètre carré au minimum, et ça, quelles que soient les technologies. Par contre, vous avez raison, dans la famille des couches minces, on a aussi des films, notamment ce que peut développer Armor. Alors, on l'a pas abordé spécifiquement la technologie Armor aujourd'hui parce que c'est vrai que à la fois le rendement est quand même bien en deçà de ce qui existe par rapport aux technologies, on va dire conventionnelles. Et puis surtout, c'est le coût de l'opération. Là, on n'est plus du tout dans les éléments que j'ai pu vous présenter en amont. Et de notre point de vue aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut accompagner parce que c'est une entreprise de notre territoire, mais qui aura, à mon avis, des débouchés plutôt dans quelques années, une fois qu'un réel marché se sera constitué et que les coûts auront quand même baissé. Par contre, vous avez complètement raison. La perspective enthousiasmante sur ce type de film, c'est de pouvoir équiper des bâtiments sans revoir tout le complexe de structure étanchéité des bâtiments déjà existants, qui est l'un des principaux obstacles au développement du solaire en toiture aujourd'hui. Voilà, donc c'est plutôt pour les questions de coût aujourd'hui qu'aujourd'hui ça reste encore marginal, mais il faut aider l'entreprise à développer ce produit-là. D'accord. Bon, juste une illustration, on était en réunion téléphonique hier avec un de vos collègues à propos d'un projet d'extension industrielle sur la commune où il y avait potentiellement 15 000 m² de panneaux photovoltaïques à installer. Donc c'était une centrale intéressante. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver. Et donc un calcul rapide permet de dire qu'il faut monter 225 tonnes sur le toit pour couvrir ces 15 000 m². Et 225 tonnes, ça commence à interroger quoi, sur les structures. Ça paraît tellement considérable qu'effectivement, on s'est dit, oula, ça fait un petit peu peur. Oui, et en même temps, d'un point de vue architectural, c'est complètement possible d'absorber cette charge, bien répartie, mais c'est vrai que c'est un surcoût pour l'entreprise en question, et là, on tombe en plein dans la question du décret tertiaire où ça devient une obligation, parce que c'est une incitation très forte de l'État que tout nouveau bâtiment doit pouvoir être équipé soit en végétalisation, soit en production d'énergie renouvelable. Et ça va avoir une conséquence, en effet, sur le coût des bâtiments industriels. Ok, merci. Je vous propose de poursuivre par la partie 2 qui est consacrée au potentiel et au gisement sur le territoire.
Très bien. Donc, en effet, maintenant qu'on a vu l'ensemble des généralités, l'idée, c'est de savoir comment porter ce type de projet. On voit qu'il y a un intérêt à travers ce dernier sondage. Tout part, en fin de compte, au départ, d'une ambition politique pour répondre aux enjeux de transition énergétique. Alors, ambition politique qui peut être portée euh, par l'État et qui doivent trouver une traduction territorialement à travers un outil qui s'appelle le plan climat, air, énergie territorial, qui est ou d'autres documents assimilés pour les acteurs qui ne sont pas obligés dans la phase de plan climat. Ce plan climat va définir des objectifs dits macro par filière. Et l'idée, c'est de savoir comment on va traduire ces objectifs de plan climat à travers une feuille de route, notamment pour la filière solaire, parce qu'on voit que ça peut se déployer de différentes manières. Et quelque part, en faisant cet exercice de tracer cette feuille de route, eh bien, vous êtes en train de dessiner ce qu'on pourrait appeler un plan solaire territorial, ou du moins de votre territoire. Alors, certains territoires aujourd'hui sont déjà dans cette réflexion. Vous avez Cap Atlantique qui a réfléchi, qui a quasiment posé les bases de son futur plan solaire. Vous avez la communauté de communes de Nozay, à travers son PLUI, qui réfléchit aux espaces productifs et à la localisation de ces éventuels projets. La communauté de communes Ardégève, comme on va le voir à l'instant, et puis la communauté de communes de Clisson, qui est en train aussi d'amorcer une réflexion, un début de réflexion sur cette piste-là. Alors, certainement que d'autres territoires dont on n'a pas connaissance ont aussi envisagé cette piste. Et donc, l'idée, c'est de voir comment le CIDELA et la SEM peuvent vous accompagner dans la traduction de cette feuille de route et de ce plan solaire. Alors, à l'échelle d'Ardégève, par exemple, on voit que le tableau en bas montre les réflexions qu'ils ont eues entre le potentiel théorique sur lequel le CIDELA avait contribué dans le cadre du plan climat. Ils ont traduit ça en potentiel réaliste et puis derrière, ils ont décliné les objectifs à l'horizon 2030 et 2050. Et la traduction très opérationnelle sur le terrain, hein, finalement, de ces objectifs-là, ils ont fait plusieurs simulations et ils s'en sont arrivés à la conclusion que finalement, l'atteinte de ces objectifs ne serait pas complètement atteint juste par la couverture des toitures potentiellement équipables et que finalement, ils avaient aussi besoin de travailler et sur les ombrières et sur les sites au sol pour pouvoir avoir une chance d'atteindre ces objectifs. Alors, on voit bien que ce sont ces trois filières, hein, bâtiments, parking et sites au sol, qui vont être la source de l'atteinte de vos objectifs de production d'énergie renouvelable sur votre territoire. Ces différents types de sites solarisables obéissent à des enjeux qui peuvent être communs pour certains d'entre eux, mais il y a différentes manières et méthodes d'action et de mise en œuvre de ces projets du fait de la particularité de ces sites. Alors, les points communs, quand même, les enjeux communs, c'est trois critères fondamentaux pour réussir un projet solaire. C'est de bien identifier la surface exploitable par la structure centrale, de bien prendre en compte les dimensions structurelles sur quoi on va poser les modules et est-ce que ça va tenir, surtout. Et puis, la question de l'accès au réseau. Ça, ce sont trois points fondamentaux et on voit que par exemple, sur la question de la surface exploitable, finalement, on va traiter ce critère à travers trois paramètres, un triptyque, hein, l'orientation, l'inclinaison et l'ombrage généré sur la surface d'étude. Ce triptyque, on va le retrouver à la fois sur la question des toitures, sur le parking ou sur le terrain. Alors, sur les toitures, ça sera peut-être les cheminées, les fenêtres de toit ou autres encombrements qui vont générer des ombrages. Sur du parking ou un terrain nu, ça va être la proximité des boisements, par exemple, qui vont générer des ombrages. Sur la question structure, eh bien, on a évoqué ça tout à l'heure, un instant, là, sur le complexe d'étanchéité, couverture, charpente. Là, c'est propre au bâtiment. Est-ce que la structure du bâtiment existant va tenir? Et quand on est sur du parking ou du site au sol, eh bien, finalement, ça va être le type de sol qui va permettre d'adapter ou pas les fondations pour que les structures photovoltaïques tiennent. Et puis enfin, sur la question de la proximité de l'accès au réseau, finalement, c'est les mêmes critères, c'est la proximité et la capacité du réseau à absorber la production. Et ça, c'est directement corrélé à la puissance que l'on veut injecter sur le site d'étude. Finalement, on va identifier ce gisement et la surface d'implantation, eh bien, ça va nous définir le potentiel de la zone d'étude. Et pour cela, le CIDELA a travaillé sur deux outils
pour vous aider à piloter finalement ces axes de réflexion. Le premier outil, c'est l'Atlas solaire, et le deuxième, c'est le cadastre solaire. Alors, deux outils, parce que le cadastre solaire, c'est quelque chose que je pense la plupart d'entre vous avaient connaissance. C'est vraiment un outil qui est très adapté, notamment aux bâtiments, et puis par extrapolation un petit peu au parking, puisque finalement, cet outil permet de qualifier la qualité d'un ensoleillement sur un site donné, un site connu à l'avance. C'est les bâtiments que l'on connaît, et toutes les constructions, et les parkings, qui sont pour la plupart de plus en plus identifiés, on va dire, par des bases de données cartographiques. Et donc, on sait où se trouvent les bâtiments, on sait où se trouvent les parkings. Finalement, il suffit de savoir quels sont les ombrages, l'inclinaison et l'orientation pour chacun de ces sites particuliers. Et c'est ce que va offrir le cadastre. À l'inverse, pour les sites au sol, on ne sait pas a priori où sont les sites dégradés les plus pertinents. Et donc, il y a un travail en amont à réaliser pour identifier ces sites potentiellement pertinents avant de pouvoir l'intégrer au cadastre. Donc, sur l'Atlas solaire, consacré au site au sol, le travail est en phase exploratoire depuis à peu près 1 an maintenant. Le CIDELA a produit une cartographie générale de tous les sites potentiellement dégradés, mais sur lequel, finalement, il va falloir creuser, investiguer davantage chacun des sites pour savoir s'il est réellement pertinent et compatible ou pas avec du solaire. La première approche plus précise, c'est de faire un contrôle par photo aérienne pour voir s'il n'y a pas le terrain est en mutation, s'il n'y a pas eu des constructions qui arrivaient, s'il n'y a pas des boisements ou des zones des obstacles à l'implantation de ce type de solaire. Et en faisant le test de cet outil-là, on s'est rendu compte qu'il fallait mener une troisième étape qui était un contrôle, un repérage sur le terrain pour vraiment bien qualifier la pertinence ou non de chacun des sites, parce que pas mal de paramètres peuvent nous échapper à la phase de contrôle photo aérienne. À l'inverse, sur le cadastre solaire, là, les bâtiments, la base de données bâtiments, elle est connue, la base de données parking, elle est connue, et donc, finalement, on va aller un petit peu plus loin, puisque sur les toitures, on va pouvoir identifier les toitures les plus propices par rapport à d'autres, et puis même les parties des toitures qui sont les plus propices. On pense notamment au pan sud vis-à-vis des pans nord. De la même manière, on va pouvoir, en connaissant quelle est la typologie du bâtiment, on va savoir aussi quel est le type de consommation, et donc on va pouvoir faire des premières comparaisons avec la vente totale, l'autoconsommation, parce que là, il y a une consommation directe sous le bâtiment. Sur les parkings, on va pouvoir identifier les parkings plus facilement, ceux qui sont bien exposés, bien orientés, et puis aussi la question de la propriété, si c'est public ou si c'est privé, parce qu'on n'intervient pas de la même manière quand on est une collectivité. Et puis enfin, sur la question du terrain, c'est tout le travail qui va nous rester à faire une fois que l'Atlas solaire sera réalisé. L'Atlas solaire, il se présente de cette manière-là. Là, c'est encore un test qu'on a fait sur Erdre et Gesvres pour les aider à piloter leur plan climat, notamment leur feuille de route. Tous les petits carrés que vous voyez, ce sont des sites, des zones en tout cas, sur lesquelles on a une présomption de sites dégradés parce qu'on a croisé énormément de bases de données nationales, de sites pollués, de sites industriels qui amenaient une information sans pour autant en être sûr à 100% qu'il y aurait vraiment un site à dégrader à cet endroit-là. En tout cas, ça permet de focaliser un petit peu le regard. Et puis, on a positionné notamment aussi les zones d'activité pour voir s'il y avait une corrélation entre les zones d'activité et les sites dégradés. Troisième paramètre, on a intégré aussi la distance au réseau, en partant du principe que plus on est proche du réseau, plus ce sera facile de raccorder la centrale photovoltaïque. Et donc, mis bout à bout, une fois qu'on a fait l'analyse par photo aérienne et le contrôle terrain, finalement, on s'est rendu compte que sur l'ensemble des sites investigués, quasiment 85% n'étaient pas favorables à faire du solaire et qu'à l'inverse, il y avait 15% de sites favorables. Alors, comment ça se traduit? On a deux grandes familles de sites dans les sites favorables potentiellement intéressants. D'abord, les grands sites, ceux qui font plusieurs hectares, entre 5 et 15 hectares. On va retrouver, ceux-là, ils sont assez évidents à trouver sans passer par l'outil cartographique. Ce sont les anciennes sablières, les anciennes carrières. On a la particularité sur Fête-Bretagne d'avoir le circuit automobile où on voit qu'il y a des interstices au milieu. Peut-être que ça pourrait être compatible. Encore une fois, il faudrait en discuter avec l'exploitant. Aujourd'hui, on est sur une phase un petit peu hors sol. Mais l'Atlas nous a permis aussi d'identifier un certain nombre plusieurs de petits sites. Autant les grands sites, on les connaît, mais il n'y en a pas sur toutes les communes. Autant les plus petits sites, là, on s'est rendu compte qu'il y en avait quasiment sur toutes les communes. Et donc, ça permettait peut-être de créer une première typologie de sites sur lesquels on n'avait pas forcément d'idée que c'était compatible avec du solaire photovoltaïque.
Première famille de sites identifiés, ce sont les familles des zones d'activité. Les discussions qu'on a pu avoir avec le territoire, en l'occurrence Erdre-et-Gèvres, nous a fait penser quand même qu'il pouvait y avoir un potentiel conflit d'usage à venir avec le projet politique, en tout cas de poser le zéro artificialisation nette à l'échelle du département, et que finalement les dents creuses au sein des zones d'activité étaient peut-être stratégiquement incompatibles avec le solaire, privilégiant peut-être l'installation, l'accueil de nouvelles entreprises dans ces zones-là. Autre typologie de site, ce sont les abords des stations d'épuration. On voit qu'à chaque fois, quasiment sur chaque station d'épuration, il y a toujours quelques dizaines de milliers de mètres carrés qui sont, dizaines de milliers de mètres carrés qui sont aux abords potentiellement intéressants pour mettre du solaire. Et là, la consommation d'une station d'épuration peut aussi envisager de faire un projet en autoconsommation. On a aussi identifié d'autres typologies de sites que sont les zones de dépôt, les zones de friche, de stockage, qui sont plus ou moins utilisés soit par les services techniques de la commune, soit par d'autres acteurs. Et ça, l'outil permet de les identifier et donc de se poser la question de la pertinence ou non de ce type d'installation. Au final, on avait repéré comme ça plus de 61 sites, dont la moitié était du foncier public, l'autre du foncier privé, et que sur les 61 sites, finalement, la moitié était plutôt favorable à l'accueil de ce type d'opération. Aujourd'hui, l'outil, donc, on l'a testé. Et on s'est rendu compte que pour aller plus loin, il va falloir qu'on travaille à une réflexion partagée, notamment avec la Chambre d'agriculture et aussi l'État, puisque chacun de son côté pousse des intentions qui sont pas forcément, qui peuvent être contradictoires les uns avec les autres, et que nous, en tant que représentants des élus locaux, il est important d'essayer de construire une vision des acteurs territoriaux qui soit partagée entre ces différentes composantes. L'objectif est, dans les 6 mois, d'essayer de construire à travers un outil commun. Donc, on apporte nous l'outil qu'on a mis en œuvre dans la réflexion collective avec la Chambre d'agriculture et l'État pour définir des critères de sélection de sites au sol qui pourraient, dans la finalité, ça serait de pouvoir vous les communiquer au sein des territoires pour que vous puissiez, à votre échelle, hiérarchiser, supprimer, mais en tout cas partir d'une base de données où il y a déjà un consensus avec l'État et la profession agricole. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, je pense, d'ici, c'est un petit peu plus long forcément, donc c'est d'ici, à mon avis, septembre-octobre. À ce jour, en tout cas, la SEM Sidel à Énergie 44 peut aujourd'hui, alors c'est à la demande, on le fait pour quelques communes qui nous demandent, notamment elles sont hyper sollicitées par des opérateurs privés. On identifie donc les parkings, les sites dégradés sur la base de cet outil, et puis on fait le ménage avec les élus de la commune qui sont intéressés par le sujet. Et puis derrière, ça peut déboucher sur la réalisation de projets, soit sur des parkings en ombrière, c'est ce qu'on verra dans la partie 3, soit sur du foncier sur site dégradé. Alors l'articulation avec le cadastre, là, on repart de l'Atlas, on retrouve nos petits carrés de tout à l'heure, les sites dégradés. En orange, ce sont les parcelles qui contiennent les sites dégradés. On voit que si on zoome sur ce secteur-là, sur la commune de Trignac, eh ben, on se retrouve sur l'ancien crassier des forges de Trignac, qui est un site assez préférentiel sur lequel il n'y a pas d'incompatibilité avec l'activité agricole. Mais vous avez vu qu'au sud de la zone du crassier, il y a des habitations. Et c'est là, typiquement, que le cadastre solaire va faire son travail, puisqu'il va permettre, si on zoome sur le secteur, de qualifier l'ensemble des toitures, voire même des parties de toiture qui sont plus ou moins compatibles avec la pose de panneaux solaires. Donc là, on a le gisant solaire, la production attendue par mètre carré. Et évidemment, on peut transformer cette production en puissance mobilisable. Vous avez vu tout à l'heure que les tarifs de soutien sont liés à la puissance. Entre un 3 kg ou un 100 kg, on n'a pas le même tarif. Ben, l'outil permettra finalement de passer de puissance à production facilement et donc de pouvoir orienter l'aide et le déploiement de ce type de centrale. Donc là, c'est la même visualisation sur un quartier mixte où on voit que les bâtiments tertiaires offrent de fait un potentiel plus important en termes de puissance mobilisable. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'adossé à cette cartographie, le cadastre va pouvoir identifier d'une part les parts de toiture ou de pans de toiture qui sont mieux exposés au rayonnement solaire. Donc on voit par exemple que 62% des pans de toiture sont plutôt faiblement éclairés sur la commune de Trignac, et qu'à l'inverse, le reste des pourcentages est plutôt meilleur pour les autres bâtiments. Et puis que finalement, quand on fait sur le dernier histogramme, dernier tableur, pardon,
on se rend compte qu'avec 70 bâtiments, 70 derniers bâtiments représentent plus d'un tiers du potentiel solaire mobilisable de la commune de Trignac. Et ça permet de tout de suite identifier quels sont les bâtiments qui offriraient un meilleur rendu pour l'atteinte des objectifs dans un laps de temps raisonnable. Ce cadastre solaire départemental, il est en cours de construction. Aujourd'hui, les élus du CIDELA ont fait le choix de prendre à 100% en charge l'outil. Donc c'est vrai que c'est conséquent à l'échelle des EPCI. À l'échelle du département, on fait une économie d'échelle et l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition gratuitement cet outil d'ici cet été. Donc d'abord, il y a 3 EPCI pilotes en avril et puis d'ici juillet pour les autres. On va pouvoir vous prévenir un petit peu de l'avancée de ce cadastre avec le déploiement et l'animation territoriale qu'il convient de mettre en œuvre pour faire vivre ce cadastre d'ici un mois et demi, à travers la production de courriers et certainement aussi d'un webinaire spécifique sur le cadastre solaire. À ce jour, le CIDELA peut quand même, à travers son dispositif solaire que va vous présenter Emmanuel, identifier à la demande des toitures publiques. On voit que le cadastre il traite de toutes les toitures possibles, même les toitures industrielles, les agriculteurs, etc. Mais aujourd'hui, d'ores et déjà, sur les toitures publiques, le CIDELA est en capacité de vous accompagner à la réalisation de ce type de projet. Donc, on va passer du coup à la phase 3 de la priorisation, comment on va mettre en œuvre ces projets. Ça va dépendre en fin de compte de la typologie des projets, bâtiments, ombrières ou au sol, du type de propriété aussi, s'ils ont des propriétés publiques ou privées, et donc différents modes de développement et donc de modèles économiques associés, et donc différents types d'accompagnement du CIDELA ou de la SEM dans ce type de projet. Alors, au vu du temps imparti, nous prendrons plutôt les questions si on y arrive plutôt à la fin du webinaire. Alors, pour commencer, en fait, on va partir de projets concrets que le CIDELA a pu accompagner sur les derniers mois. Alors, le premier projet que je peux vous présenter, c'est une centrale photovoltaïque qui a été installée sur la mairie de la Renaudière, dont le raccordement a été effectué la semaine dernière, cette semaine, pardon. C'est une petite centrale, hein, c'est 9 kW crête, donc ça représente environ 50 mètres carrés en autoconsommation, et ça couvre 40% de l'électricité consommée par la mairie et la salle polyvalente qui est située à côté, qui fait office également de restaurant scolaire. Donc on a 48% d'électricité qui est produite, qui est autoconsommée, le reste est injecté sur le réseau, donc on est dans une autoconsommation avec du surplus, et ça représente donc ce que je vous disais, 40% des consommations du site. Alors, le CIDELA, sur ce projet, s'est positionné sur 3 premières phases, enfin sur les 3 phases en tout cas qui ont permis de réaliser le projet, c'est-à-dire la phase émergence, la phase étude et la phase réalisation. Je vais rentrer un peu plus en détail tout à l'heure sur qu'est-ce que sont ces phases et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces phases-là. Un deuxième exemple, là, c'est un projet d'autoconsommation collective sur la commune de Valette. Donc, c'est un cas typique où on a un site de production neuf, pour le coup, qui est un centre technique municipal. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un centre technique municipal, il y a peu de consommation et un gros potentiel de production. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on n'arrive pas à autoconsommer? Eh bien, on peut faire de l'autoconsommation collective. Et donc, on a aidé la collectivité à identifier des sites de consommation qui sont dans le périmètre de l'autoconsommation collective, donc un périmètre de 2 km. Et on a évalué avec une étude de faisabilité la capacité de ces sites à consommer l'électricité qui est produite par le centre technique et on arrive à un taux d'autoconsommation de 97%. 97% de la production est consommée sur la commune et par les sites de la collectivité. Et donc ça représente un taux d'autoproduction de 15%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 15% de la consommation de l'ensemble de ces sites est couverte par la production du centre technique. Donc ça a été réalisé via un accompagnement du CIDELA, où on a fait une étude de faisabilité dédiée à l'autoconsommation collective. Donc on voit un peu là sur l'histogramme la répartition mensuelle de l'électricité autoconsommée qui est en vert. Tout ça pour dire que pour réaliser un projet, il faut faire des études, il faut être accompagné. Si vous êtes un privé, si vous faites un projet photovoltaïque chez vous, ça paraît assez simple en fait. Vous avez votre maison, vous pensez qu'elle est bien orientée, vous avez un peu de consommation, vous pouvez faire soit de l'autoconsommation, soit de la vente totale, vous allez voir un installateur, vous faites un devis, et paf, il vous installe la centrale photovoltaïque. Donc c'est assez simple, ça paraît assez simple, mais malheureusement, sur des projets de collectivité, c'est un peu plus compliqué, et puis il faut savoir prioriser, évaluer, étudier, correspondre aux normes, etc. Donc c'est pour ça qu'on a monté tout un dispositif pour vous accompagner sur les phases. Donc là, on va décrire un peu les différentes phases
de réalisation de ce projet. Donc, on retrouve les 4 grandes étapes, émergence, étude, réalisation, exploitation. Je vous ai mis un peu un ordre d'idée des durées que peut prendre, donc des durées optimales que peuvent prendre ces étapes. Donc, on voit quand même qu'il faut compter 1 an au moins pour réaliser un projet photovoltaïque. Donc, la phase émergence, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Le gisement. Donc, ça, c'est le cadastre, c'est ce que vous a montré François. Et puis, une fois qu'on a étudié le gisement, on choisit notre bâtiment sur lequel on va aller un petit peu plus loin. On peut essayer d'évaluer la vente ou l'autoconsommation. Et puis, on peut essayer d'évaluer le risque structurel, ce qui est particulièrement important sur les ERP. Est-ce que la structure de mon bâtiment va correspondre aux normes nécessaires? Donc, pour ça, on a des outils qu'on propose aux collectivités. Donc, le cadastre, les notes d'opportunité, le diagnostic, un pré-diagnostic structure pour évaluer ces éléments. Une fois qu'on a bien fait le tri dans nos projets, ça c'est une phase qui coûte pas cher, qui est quasiment gratuite, à part le pré-diag. Une fois que vous avez fait le tri dans vos projets, que vous avez avancé un peu plus loin sur 1 ou 2 projets que vous avez sélectionnés, eh bien, on va passer en phase étude. Donc là, il y a 2 éléments à valider, le calcul du renfort de structure et autoconsommation. Donc, est-ce qu'on va on va essayer de dimensionner plus précisément l'autoconsommation, voir quelles sont vraiment les capacités d'autoconsommation et puis voir comment est-ce qu'on peut concevoir électriquement l'installation, où est-ce qu'on peut passer les câbles, est-ce que c'est facile, etc. Est-ce qu'il y a besoin d'un local dédié ou pas. On peut également évaluer à ce moment-là l'autoconsommation collective, c'est ce qui a été fait là, sur le projet de Valette. Donc pour ça, on a aussi des outils, un diagnostic de structure et puis des études de faisabilité qui sont disponibles via des marchés à bon de commande. Et puis une fois que vous avez bien consolidé votre projet, vous avez votre plan de financement, vous avez validé tout ça en conseil municipal, eh bien c'est à vous de jouer maintenant. Vous êtes maître d'ouvrage et donc vous allez devoir réaliser l'installation. Donc là, vous allez vous entourer de différents acteurs qui vont vous permettre de réaliser cette installation photovoltaïque. Vous allez avoir un maître d'œuvre, vous allez avoir un contrôleur technique, un contrôleur SPS. Bon, après, ça dépend des configs. Vous allez devoir faire une demande de raccordement auprès d'Enedis. Donc ça, c'est pareil, ça peut être fait par les prestataires. Vous allez devoir passer un marché avec un installateur et puis vous allez pouvoir vous faire aider peut-être, si vous n'avez pas le temps ou si vous avez besoin de support technique, d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est une mission que peut proposer le CIDELA, de vous accompagner pour mettre de l'huile dans les rouages de cette phase de réalisation. Et enfin, eh bien, vous avez votre installation photovoltaïque, elle est raccordée, elle va produire. Et maintenant, la question, c'est, eh bien, il faut qu'elle produise bien, sans problème, pendant 25, 30, 40 ans, pour que votre modèle économique il soit viable et il soit, voire même encore plus intéressant que ce que vous aviez prévu. Donc, ça passe par 2 éléments en phase d'exploitation. Le premier est la supervision, vérifier que ça produit bien comme prévu, essayer de détecter les erreurs, et puis avoir accès à des prestations de maintenance. Donc ça, ce sont 2 services sur lesquels on réfléchit aujourd'hui pour vous proposer ça dans les mois qui viennent. Donc voilà sur comment on réalise un projet. Alors, pour résumer un petit peu, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur des projets publics, sur des bâtiments publics, on a des contraintes. Donc là, j'ai listé un peu les contraintes auxquelles vous devez faire face. On a des contraintes sur le gisement, il faut que votre bâtiment soit bien orienté. Si c'est un bâtiment neuf, concevez-le de manière à ce qu'il soit dans les bonnes dispositions, des dispositions optimum de gisement. Vous avez des contraintes de raccordement. Est-ce que le réseau existant il peut recevoir votre installation? Sinon, il y a peut-être des coûts de renforcement, ça c'est à évaluer. Quand vous faites un bâtiment neuf, vous concevez le soutirage du bâtiment et la production en même temps. Donc ça c'est pareil, ça à prendre en compte. Vous avez des considérations d'installation électrique. Si vous êtes sur un existant, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut se brancher sur l'installation de soutirage existante, sur l'installation électrique existante, dans les normes de sécurité nécessaires. Il faut aller interroger le SDIS. Et sur les bâtiments neufs, eh bien, il faut favoriser l'installation, c'est-à-dire dès la conception, prévoir un local pour les onduleurs, prévoir le cheminement des câbles, etc. Sur la structure, eh bien, on l'a soulevé dans les questions tout à l'heure, c'est très important. Il faut que votre structure, votre charpente, soit compatible, puisse supporter le surpoids lié au module photovoltaïque. On est sur du plus 15 à 20 kg par mètre carré. Et si vous concevez un bâtiment neuf, il faut l'intégrer dans la conception, dans les calculs. Et enfin, sur la couverture, si on est sur des ERP, il faut que la couverture, donc le complexe d'étanchéité et puis la toiture, le bac acier ou les ardoises, etc., soit compatible avec des systèmes certifiés. Et donc, il faut vérifier cette compatibilité-là si vous êtes sur de l'existant et voire aménager. Et si vous êtes sur un bâtiment neuf, il faut concevoir un bâtiment qu'on appelle PV Ready, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit compatible dès la conception. Donc, pour faire le pont vers les projets neufs, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'un projet neuf, au final, c'est plus facile à réaliser qu'un projet existant, parce qu'on peut prévoir les contraintes. Eh bien, quelques petites recommandations sur un projet neuf. Prendre en compte le photovoltaïque dès le départ, c'est-à-dire aller chercher des architectes qui sont compatibles avec le photovoltaïque, qui ont envie de faire du photovoltaïque et qui vont concevoir un bâtiment qui est PV Ready. Alors, PV Ready, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est optimum en gisement, on est optimum en structure, on est optimum en couverture. Ensuite,
être accompagné d'acteurs compétents. Donc, si vous êtes sur un projet neuf, eh bien, soit vous allez chercher un maître de photovoltaïque en parallèle de votre architecte pour pouvoir concevoir la centrale photovoltaïque de manière efficace, précise et de qualité. Soit vous décidez d'aller chercher un bureau d'études en assistance à maîtrise d'ouvrage en soutien de l'architecte pour le conseiller parce que l'architecte n'a pas forcément toutes les compétences de conception sur le photovoltaïque. Ou enfin, une situation un peu plus dégradée, c'est de faire confiance au bureau d'études fluide de l'architecte à condition qu'il soit compétent et expérimenté sur le photovoltaïque. Dans tous ces cas, en tout cas, le CIDELA est là pour vous accompagner. Alors, on ne va pas faire de conception aujourd'hui, mais on va être là pour vous accompagner, pour analyser les propositions, pour faire de la relecture, pour choisir, pour valider, enfin, en tout cas, en appui des décisions que vous aurez à prendre en tant que maître d'ouvrage. Voilà ce que j'avais à dire pour les bâtiments, enfin, pour les installations sur bâtiment. Maintenant, je vais laisser la parole à François pour les installations au sol et sur ombrière. Très bien. Donc, en effet, une fois qu'on a traité les toitures, reste à traiter notamment les parkings. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la SEM CIDELA Énergie 44, à la demande du CIDELA, a imaginé un dispositif pour essayer de proposer un déploiement mutualisé d'ombrières sur petits parkings. Parce que autant il y a un équilibre économique assez facile à trouver sur les grands parkings, notamment de surface commerciale, parce que vous avez compris qu'il y a un rapport de proportionnalité directe entre la surface qu'on a mobilisée et le coût finalement de la fourniture d'électricité au final. Et donc plus on va être sur des petites surfaces, plus l'équilibre économique va être tenu. D'où l'idée de travailler par des grappes de projets d'ombrières photovoltaïques à l'échelle du département de Loire-Atlantique. Pour ça, la SEM s'est associée à une entreprise qui s'appelle Siouson, qui est spécialisée dans la constitution d'ombrières de petites dimensions, avec quand même comme adage que la SEM est décisionnaire et donc est majoritaire dans la société créée par ces deux acteurs qui s'appelle Ombrières de Loire-Atlantique. Donc, l'idée de cette société, c'est de vous proposer aux adhérents du CIDELA la mise en place d'ombrières solaires sans investissement quelconque de la part de la commune. Donc, le produit fini, c'est l'ombrière. Et on prévoit dès le départ, à l'intérieur des montants de l'ombrière, de pouvoir câbler dans la perspective dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, en fonction de l'évolution de la mobilité électrique, de pouvoir plugger des bornes électriques très facilement sous les ombrières si jamais il y avait un besoin spécifique à cet endroit-là. Donc, comment on finance ce type d'installation? Eh bien, finalement, c'est par la revente de l'électricité. Deux mécanismes possibles. Le plus couramment utilisé, c'est le mécanisme de la vente totale, où vous voyez que via le guichet ouvert évoqué tout à l'heure, eh bien, on peut vendre l'énergie à un prix connu à l'avance pendant un certain nombre d'années. Cet mécanisme de vente totale, il est directement lié à la puissance que l'on va pouvoir injecter et donc directement lié à l'espace disponible sur le parking. On a anticipé le fait que le seuil des 100 kW crête va passer à 500 kW crête demain pour aussi accompagner les parkings de taille moyenne qui dépassent les 40 ou 50 places pour aller jusqu'à 100, 150 ou 200 places. L'autre mécanisme, c'est un mécanisme que vous avez évoqué, Emmanuel, d'autoconsommation, notamment quand on est sur des parkings à proximité immédiate de gros consommateurs comme les piscines, par exemple, piscines publiques, où là, il y a un travail en amont à réaliser de détermination de la puissance journalière pour pouvoir mettre la puissance de l'ombrière au talon de la consommation pour optimiser, on va dire, le seuil d'autoconsommation. Et évidemment, ça passe par une analyse fine des courbes de charge, et ça, c'est un travail qui est réalisé en relation avec l'équipe du CIDELA ou sur votre territoire, des conseillers en énergie partagés pour définir le prix de l'électricité qui pourrait être cédé à la piscine notamment. Alors là, c'est sur une illustration finalement d'un cas, c'est sur la commune de Guerouette, c'est un bâtiment, donc c'est une salle des fêtes, sur lequel il n'y a pas forcément d'autoconsommation pertinente parce que la salle ne consomme pas suffisamment en journée. Et donc, on est sur un parking de la salle polyvalente, la possibilité d'implanter un 200 kW crête. Et vous voyez, on est sur un axe nord-sud, c'est-à-dire que les modules vont être orientés est-ouest. Et ça, c'est pas complètement incompatible avec la pose de panneaux solaires. On regarde, une fois qu'on a regardé combien on pouvait accueillir sur le parking, eh bien, on regarde aussi la proximité au réseau.
Et quand les conditions sont favorables, eh bien, finalement, on propose différents visuels pour donner à voir aux élus quel impact paysager ça pourrait avoir, parce que certains parkings peuvent être à proximité immédiate de construction, et donc c'est un point de vue esthétique important à mettre en œuvre. Voilà. Donc sur ce type d'installation en ombrière, vu que on est sur des terrains publics, eh bien, vous devrez passer par un AMI, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, sans passer par un appel à manifestation d'intérêt, donner la possibilité à la Société Ombrière de Loire-Atlantique de faire le projet et d'occuper votre parking pendant 20 à 30 ans en mettant des panneaux solaires. Il va falloir passer par cet appel à manifestation d'intérêt et notamment en faire la publicité pour avoir le droit de retenir Ombrière de Loire-Atlantique. Donc ça, ce sont aujourd'hui des opérations on a plus de trentaine de sites là, qui sont en étude et une dizaine là, dont la construction va être lancée d'ici septembre. Maintenant, je vais faire un focus plutôt sur les centrales au sol, où là, on est sur un process un petit peu plus compliqué, parce qu'on est sur des projets, vous avez vu tout à l'heure les chiffres, hein, de plus grande ampleur en termes d'occupation de l'espace, mais aussi de contexte réglementaire et d'impact financier. On est sur des projets qui vont durer quasiment 2 ans en phase de développement, parce que dès qu'on va dépasser 250 kW crête de puissance, l'État impose que ce soit un permis de construire d'État. Donc, ce n'est pas le maire qui va attribuer le permis de construire sur les centrales au sol, mais c'est le préfet pour les puissances supérieures à 250, avec étude d'impact, enquête publique et avis de l'autorité environnementale. Donc, ça suit un process plutôt de plus gros projets d'aménagement tels que les parcs éoliens, par exemple. On voit donc les différentes phases, développement, construction, exploitation, et on voit que les coûts associés pour chacune des opérations. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un projet classique de 5 MW, où vous voyez que la phase de développement, il faut compter entre 75 à 80 000 euros de coûts, et ça, c'est une phase à risque, puisque on est obligé de dépenser cet argent pour faire les études qui vont permettre de constituer le dossier de permis de construire sur la base duquel le préfet va accorder ou refuser l'autorisation de construire. Donc, si jamais le préfet refuse, finalement, c'est une perte sèche. Par contre, si le projet accepte, le préfet accepte, eh bien, on rentre dans la phase de construction. Juste avant ça, il y a la phase qu'on appelle le closing financier. Donc, c'est notamment le fait de répondre à l'appel d'offres de la Creux et d'aller voir les banquiers pour prêter à peu près 80 à 85% de l'argent nécessaire à l'investissement. L'investissement sur une centrale de 5 MW sera aux alentours de 4,5 millions d'euros sur un ratio de 0,8 à 0,9 euros le watt crête installé. Et puis, une fois que l'installation est réalisée, donc ça comprend l'investissement, les modules, les structures, mais aussi le raccordement électrique, hein. Eh bien, on rentre dans la phase d'exploitation où là, on va superviser le site, gérer, contrôler que ça produit correctement, contrôler la facturation des flux d'énergie, et puis s'assurer qu'il y ait des maintenances préventives et curatives pour l'installation pendant les 20 à 25 ans de durée de vie de la centrale. Dans l'ensemble de ces phases, il y a un certain nombre de missions d'ingénierie à réaliser. Donc, dans la phase de développement, c'est beaucoup des études, hein, études d'impact, études géotechniques, études d'éblouissement quand on est à proximité de pistes d'aéroports ou d'aérodromes, le passage de géomètres, l'étude de dimensionnement, puis enfin l'étude de raccordement électrique. Dans la phase de construction, tout est porté à travers le contrat de construction, mais là, pareil, il y a différents postes à contrôler. Quel solaire on va utiliser? Est-ce que c'est du chinois? Est-ce que c'est de l'européen? Le type de fondation, le génie électrique en courant continu, en courant alternatif, le VRD. La sécurisation du site, c'est un poste qu'on n'y pense pas forcément, mais qui est très important parce qu'il y a quand même une valeur marchande très importante sur le site qui est souvent complètement isolée. Et donc, il va falloir quand même sécuriser le site pour éviter les vols ou les dégradations. Ainsi que la question du coût de raccordement électrique, que ce soit au réseau électrique ou télécom. Et puis enfin, quand on rentre dans la phase d'exploitation, eh bien là, on a un certain nombre de contrats à mener, c'est-à-dire que la société de projet qui va porter la centrale, qui va investir et qui va vendre l'énergie, va devoir aussi passer beaucoup d'engagements contractuels avec différents tiers pour gérer la supervision, la maintenance, la gestion comptable, l'entretien du terrain, le contrat de financement avec la banque, et puis aussi le contrat de location du terrain, notamment quand c'est du terrain public. Donc finalement,
la société de projet solaire qui se trouve au milieu de ce projet, eh ben, elle va devoir passer une myriade de contrats. Pendant la phase de développement qui, elle, dure 2 ans, ben, il y a 2 principaux contrats, le contrat de développement et le contrat de location du terrain. Dans la phase de construction, bah, le contrat de construction plus le contrat de raccordement au réseau, que ce soit télécom ou électrique. Et puis pendant la phase d'exploitation, eh bien, tous les autres contrats qui vont de la gestion des flux électriques à la gestion financière jusqu'à la gestion technique et la gestion de sécurité et d'entretien du site. Classiquement, dans ce type de projet, quand c'est un opérateur privé qui porte l'ensemble de ces risques, eh bien, vous allez voir que ce dernier va poser des contrats avec ses propres filiales. C'est-à-dire qu'un opérateur privé va créer la société de projet, mais il va donner le contrat de développement à sa filiale développement, va donner le contrat de construction à sa filiale construction et le contrat d'exploitation à sa filiale contrat d'exploitation. Et que finalement, ce n'est pas forcément les dividendes générés par la société de projet qui va faire vivre la société, mais c'est les contrats qu'il a alloués avec l'ensemble de ses filiales qui va faire vivre la société au global. Alors maintenant, les différentes possibilités qui sont offertes aux collectivités pour faire ce type de projet avec un mode d'intervention qui peut être différent en fonction de votre volonté. Pour ça, il y a plusieurs formes juridiques, avec ou sans partenariat, et puis plusieurs formules d'investissement. Première formule d'investissement, la plus classique, c'est vous n'investissez pas dans la centrale, vous laissez finalement un privé faire. On se trouve sur du foncier public, donc au même titre que les ombrières, il va falloir faire soit un appel à projet, soit un appel à manifestation d'intérêt. Finalement, le candidat qui est retenu, eh bien, il va passer avec vous un bail amphithéotique pour la location du terrain. Et puis après, une fois que vous avez votre contrat de location, finalement, c'est à l'opérateur privé de gérer l'ensemble des opérations que je vous ai illustrées tout à l'heure. En termes d'implication du territoire, vous avez un travail à faire un plus important en phase d'émergence pour rédiger le cahier des charges de la mise en concurrence. Mais après, finalement, vous n'avez plus grand-chose à faire. Tout est porté par l'opérateur privé. Il y a juste pendant la phase construction, vu que vous êtes propriétaire, il peut y avoir quelques impacts en termes de servitude, etc. Puis surtout, il y a la gestion du loyer à s'assurer. Deuxième mode de financement, vous souhaitez rentrer dans la société de projet aux côtés de l'opérateur privé, mais de manière minoritaire. Alors, on laisse de côté le tableau, on ne va pas rentrer dans le tableau ce matin, hein, mais par contre, on vous le laisse parce que quand on vous transférera le PDF, vous aurez les informations les plus complètes. On se concentre essentiellement sur les figures. Le cadre légal, quand une collectivité veut rentrer dans la société de projet d'une centrale photovoltaïque, c'est possible, depuis la loi de 2015 la loi de transition énergétique, mais que de manière minoritaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez prendre que des participations et monter qu'à 49% du capital. Alors, si financièrement, ce n'est pas forcément un problème, c'est que d'un point de vue gouvernance, finalement, l'opérateur privé aura, lui, les 51% et donc sera décisionnaire sur l'ensemble des points stratégiques, notamment la gestion contractuelle vis-à-vis de ces filiales que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, en termes d'application territoriale, vous avez toujours un travail à faire sur l'émergence parce que ça sera issu d'un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet. Et puis, pendant la phase de construction, là où c'est les coûts, c'est de l'argent à mettre, à partir du moment où vous devenez actionnaire, même minoritaire, il va falloir que vous rentriez un petit peu plus dans le jeu pour bien comprendre l'argent public que vous allez y mettre. Alors, par exemple, on a accompagné la Compa sur le secteur de Mélanger, où la SEM Sidela s'est associée à côté de la Compa dans ce type de projet. Troisième mode de financement, c'est plutôt le mode de financement que nous, on promeut au niveau du Sidela et de sa SEM, c'est le financement territorial, dans lequel, finalement, l'opérateur privé ne sera qu'un prestataire. Il ne va pas rentrer dans la gouvernance de la société de projet. Ce sont les acteurs territoriaux qui sont propriétaires de l'installation et qui décident. De la même manière, vous ne pouvez, en tant que collectivité, de rentrer qu'à hauteur de 49%, mais la SEM a été créée justement pour vous accompagner et puis pour faire ce type de projet porté par les acteurs territoriaux à hauteur de 51%. La possibilité aussi de faire rentrer du citoyen et du coup d'être à part égale entre ces différentes composantes. L'intérêt dans ce type de montage, c'est que systématiquement, nous, on va proposer une gouvernance à l'unanimité, c'est-à-dire que toutes les décisions devraient prendre à l'unanimité indépendamment du pourcentage de chacun dans l'actionnariat, en tout cas pour les acteurs publics. Peut-être à partir du moment où on fait rentrer du citoyen, ils peuvent avoir aussi d'autres intérêts plus financiers, les citoyens. Et il est important que l'unanimité se fasse entre les acteurs publics, donc la SEM et le territoire considéré. En termes d'implication, c'est une implication un peu plus soutenue sur tout le projet, mais pas forcément. Mais vous ne serez jamais seul puisque la SEM sera à vos côtés.
L'autre possibilité, c'est que vous créez non pas une SAS sur le projet solaire, mais une SEM dédiée au projet solaire. Et là, ça vous permet d'être majoritaire et donc de prendre toutes les décisions. Et là, nous, on peut être à vos côtés. Par contre, c'est vous, territoire, qui prenez vraiment la gouvernance totale du projet. Donc là, en termes d'implication, c'est très fort. Dans le même genre de cas de figure, si vous voulez tout seul apporter ce projet, c'est possible, c'est à travers une SPL. Et dans ces cas-là, c'est pareil, en termes d'implication, c'est très soutenu pour vous et vos services. Et puis, la dernière possibilité, c'est la régie en créant un budget annexe. Là, c'est pareil, en termes d'implication, c'est très soutenu pour vous. Aujourd'hui, on accompagne différents projets solaires sur le territoire. En jaune, ce sont les projets de taille de plusieurs mégawatts, des projets au sol. Et puis en bleu, ce sont vous voyez, les grappes d'ombrières, où là, on a besoin de travailler à l'échelle de tout le département pour pouvoir mutualiser les coûts et avoir des effets d'échelle qui sont intéressants pour rendre solarisables, on va dire, des petits parkings qui, pris indépendamment les uns des autres, ne trouveraient pas de viabilité économique. Les différents montages de projets qu'on rencontre, alors là, par exemple, c'est sur les 6 projets solaires au sol que je vous ai présentés et puis le projet ombrière, on voit qu'on essaye systématiquement d'associer les collectivités et ou les citoyens quand il y a une demande locale pour porter ce type de projet. En termes de conclusion, sur les 3 typologies de projets, vous voyez que entre le CIDELA et la SEM, on a essayé de couvrir le plus largement possible l'ensemble des projets que vous seriez susceptibles de mettre en œuvre sur vos territoires. Et donc, vous avez les différentes structures ou interlocuteurs qui sont à vos services pour porter ce type de projet. Et je vais laisser Agnès pour conclure. Oui, alors très rapidement, pour rester à peu près dans le temps imparti, merci déjà aux collègues d'avoir respecté ce temps. La présentation était très très dense, on n'a pas pu prendre beaucoup de vos questions, donc je suis désolée par avance, mais nous avons pu apporter quelques réponses à vos questions via le chat. En tout cas, vous avez vu, je pense qu'à travers ce webinaire, il y a des moyens pour vous accompagner du côté de la SEM et du côté du CIDELA. Donc, vous avez plus d'informations, je pense, à l'issue de ce webinaire pour savoir un peu vers qui vous tournez et qu'est-ce que vous pouvez attendre comme accompagnement précisément, sachant que le contexte, il est évidemment favorable tant au niveau national qu'au niveau réglementaire du coup, et la filière elle est mature pour mettre en place ces projets. On a des retours d'expérience bénéfiques et profitables pour les porteurs de projets d'aujourd'hui, des projets citoyens, des projets pilotés par les collectivités. Donc, tout l'environnement est effectivement extrêmement favorable pour concourir à l'échelle d'une commune à la mise en œuvre de l'accord de Paris, de l'accord mondial sur le réchauffement climatique, pour répondre aux objectifs fixés par la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc tous les efforts sont bons à prendre. En tout cas, nous vous remercions pour votre attention et d'être restés avec nous jusqu'au bout. Nous vous invitons à répondre encore une fois un questionnaire, mais cette fois un questionnaire de satisfaction sur le webinaire pour nous améliorer toujours davantage. Sachez que le prochain webinaire sera consacré à la mobilité durable et ce webinaire aura lieu le 19 mars et nous clôturons par le webinaire sur la méthanisation des réseaux de gaz et la chaleur renouvelable le 26 mars. Vous avez aussi la possibilité de retrouver tous les contacts des intervenants d'aujourd'hui par thématique. Donc, vous avez ici affiché les différents contacts des intervenants que vous avez pu voir s'exprimer aujourd'hui, ce matin, Emmanuel Bourrien, François Oran. Il y a également Stéphane Renaud sur l'aspect projet donc photovoltaïque. N'oubliez pas donc de participer aux différents sondages. Merci à vous, à bientôt et bon appétit et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.